Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va jouer un peu à la baballe, mais je vais m'expliquer. Oui, c'est vrai que j'ai pas encore eu de sportive ou de sportif qui jouait à la balle, donc on va pouvoir détailler tout ça avec mon invité du jour qui en plus me fait l'honneur de me recevoir très très loin, mais on va revenir là-dessus. Je suis très heureux de tendre le micro à Victor Crouin. Salut Victor. Salut Armano. Écoute, je te le disais en off, je suis super content de pouvoir échanger avec toi. Déjà un petit jeune super prometteur et dans un sport pour lequel je n'ai pas encore eu d'invité. C'est un sport que je connais pas trop, j'ai pas encore trop pratiqué, mais tu vas nous dire tout ça. Donc tu le sais, tu as déjà écouté des épisodes du podcast. La première question, elle est toute simple. Tu devrais pas avoir trop besoin de réfléchir pour pouvoir y répondre. Je veux tout savoir sur toi. Dis-nous tout. Qui est Victor Crouin ? Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Déjà tout jeune, je me considère plus comme si jeune que ça. J'ai 24 ans, donc les années ont passé, mais je suis désormais sur le circuit professionnel de squash à temps plein. Donc joueur de squash professionnel depuis 1 an et demi. C'est ma 2e saison sur le tour. J'imagine qu'on en discutera un peu plus après. Je suis originaire de Toulon où j'ai grandi jusqu'à la fin du collège. Je suis ensuite allé au Pôle Espoir People France du Krebs d'Aix-en-Provence, donc pas très loin de Toulon. Et puis ensuite, je suis parti faire mes études aux États-Unis pendant 4 ans. Et donc, j'ai eu mon diplôme en 2022 et je suis rentré à la maison pour pouvoir m'entraîner avec mon coach de toujours qui est mon papa. Donc voilà. S'il y a des choses à rajouter, n'hésite pas. On va y revenir pendant cette interview. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors déjà, tu dis Toulon, tu as écouté le podcast, donc t'as dû peut-être tilter quand tu as écouté la deuxième invitée qui était Anne Fatoumata Mbaoro qui a grandi à Toulon. J'ai tout de suite cliqué sur l'épisode, oui. Vous connaissez déjà ou pas ? Pas du tout. J'avais jamais entendu parler d'Anne. Quand j'étais plus jeune au collège, j'avais un ami qui faisait du judo. Mais non, on s'est jamais rencontrés. Je pense qu'on n'est pas non plus de la même génération. Et puis j'ai entendu qu'elle est partie rapidement sur Paris. Mais je suis d'accord avec elle quand elle parle du changement de météo. J'ai ma petite sœur qui vient de partir sur Paris. Elle fait de la danse et elle se plaint souvent de la météo.
Oh, l'autre, on va rappeler après où est-ce que tu as étudié, mais en termes de météo, c'est pas non plus folichon. Bref, je sais parce que ma sœur habite là-bas, je suis déjà passé la voir. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'avec Anne, vous avez peut-être une demi-génération d'écart. Vous avez 6 ans d'écart parce qu'elle a 30 ans et toi, tu en as 24. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu as l'âge de mon fils. Alors, s'il te plaît, tu es un petit jeune. S'il te plaît, accepte-le. Un petit jeune prometteur, mais un petit jeune tout de même. Non, alors écoute, pour revenir un petit peu sur toi, donc 24 ans, c'est ta deuxième année dans le circuit professionnel de squash. Toi, tu as commencé à jouer quand, comment? En plus, ton entraîneur, c'est ton papa. Dis-nous tout un petit peu, rentre un petit peu plus dans les détails de tout ça. Yes, alors mon père est joueur de squash au niveau loisir, ou du moins il l'était pendant mes premières années de vie. Il s'est ensuite tellement passionné pour le sport qu'il est devenu coach à mi-temps. Donc il me coach depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé, même pas depuis l'âge de 6 ans, j'ai à l'âge de 10 ans. Mais pour revenir sur mes débuts, il m'a mis au départ sur le tennis, parce qu'il voulait vraiment pas que je sois... c'est paradoxal, mais il voulait pas que je sois influencé par son sport. Et puis moi j'étais fan de sport de raquette et de balle. J'accrochais vachement au tennis, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Et puis au final, je suivais mon père sur les compétitions de squash amateur dans la région du sud. Et donc entre les jeux, ça me venait de prendre la raquette et puis d'aller sur le terrain pour taper la balle. Et donc un jour j'ai dit papa, est-ce que je peux aussi aller à l'école de squash? Donc il m'a inscrit à l'école de squash là où il jouait plusieurs fois par semaine. Et puis j'ai jonglé entre tennis et squash de l'âge de 6 ans à l'âge de 10-11 ans. En même temps, je faisais aussi du piano, donc mes semaines étaient assez remplies. J'avais une maman qui faisait un peu office de taxi entre les cours. Et puis voilà, moi j'ai toujours le souvenir de taper la balle parce que j'avais ma mère qui me prenait entre midi et 2 pour rentrer à la maison pour les repas. Et donc une fois le repas terminé, j'allais sur le garage taper la balle et jouer contre moi-même. Donc j'étais vraiment fan de sport de raquette. Et puis encore, c'est un autre paradoxe, mais j'ai arrêté le tennis un peu par frustration de la compétition. Ça m'a pris comme ça un jour. Je faisais des compétitions, donc au tennis on jouait à 2 et on faisait 2 simples et un double. Et puis un jour je suis rentré d'une compétition où on avait perdu et ça m'avait tellement frustré que j'avais pas touché la raquette pendant 2 semaines. Et après ça, j'ai fait une croix sur le tennis. Et je me suis vraiment consacré au squash à fond pendant tout l'école élémentaire et le collège. Et puis les entraînements se sont enchaînés un peu progressivement. Au début, je faisais seulement l'école de squash qui était tenue par mon père qui faisait ça un peu bénévolement. Et puis après, il m'a emmené sur le cours aussi 1 ou 2 fois par semaine en plus de l'école de squash. Et voilà, donc dès que je sortais de l'école, ma mère m'amenait au squash et puis je faisais mes entraînements avec mon père et puis je rentrais à la maison. Quoi te dire de plus? Je pense que j'ai eu la chance quand même de voyager très rapidement grâce au squash. À l'âge de 11-12 ans, j'étais déjà sur le circuit européen. Donc je jouais en moins de 13 ans en Belgique, en Suisse, en Angleterre. Donc je faisais le Nordic Junior Open qui était en Suède. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu très vite. J'ai vite compris que j'étais quand même assez privilégié de pouvoir être dans un avion et puis vivre des expériences que certaines personnes ne vivront jamais dans leur vie. Juste prendre l'avion, partir à l'étranger. Alors ça c'est un peu plus démocratisé aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui reste pas... c'est pas tout le monde qui en a accès.
Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a tout de suite pris. Et puis au final, la compétition, j'ai commencé à gagner rapidement. Donc j'ai aimé ça. Le fait de gagner, d'être sur les podiums. Et puis j'ai toujours eu cette envie d'apprendre et de vouloir progresser parce que je savais que derrière ça travaillait pour essayer de me battre. Donc voilà. Bon, alors je note quand même que tu as arrêté le tennis sur un coup de tête après Yes. une grosse défaite qui t'a dégoûté. Donc j'en déduis que dans le squash, tu ne fais que gagner. Tu ne perds plus jamais, c'est ça? Non, je pense que ça, c'est aussi une manipulation de ma mémoire. C'est une mémoire sélective. Mais je pense que non, un autre fait qui fait que j'ai arrêté le tennis, c'était un peu l'environnement. J'étais pas forcément fan de mes entraîneurs et de juste l'environnement social autour du tennis. Jouer à l'extérieur en hiver, je tombais toujours malade. Et ça m'énervait un petit peu. Donc voilà, il y a plusieurs causes, je pense, mais je me souviens vraiment de ce fait-là que j'étais rentré de compétition et puis j'avais laissé la raquette quoi, dans le garage. On va replacer encore une fois les choses, hein. Tu es de Toulon, tu faisais des compétitions dans le sud-est de la France. Tu n'as pas le droit de dire que quand tu jouais en extérieur, tu tombais malade. C'est interdit. Si tu avais été normand, tu vois, ou du nord de la France, ou même de l'est, tu vois, genre en Alsace. Allez, on peut et limite descendre jusqu'en Haute-Savoie, ok. Mais alors, le sud-est, là, t'as pas le droit, là. En gros, dès qu'il faisait moins de 15 degrés, tu tombais malade, c'est ça? J'ai toujours vécu dans le sud, ce qui veut dire que mon système immunitaire n'est pas aussi bon que celui d'un Normand ou d'une personne qui a vécu dans les montagnes. Ouais, non, je te taquine. Du coup, tu passes du tennis au squash. Enfin, tu te consacres beaucoup plus au squash. Là, c'était ton papa qui t'entraînait au squash déjà? Oui, très tôt, il a commencé à m'entraîner. Alors d'abord en groupe, donc il mettait pas forcément euh, toute sa concentration sur moi, ce qui parfois était pas forcément facile. Mais rapidement, il a accepté de me donner une ou deux séances individuelles par semaine. Et je dis accepter parce que je pense que c'est pas facile pour un papa de se mettre à coacher son fils. La relation père-fils, coach, entraîneur-entraîné est pas une relation forcément pas forcément des relations faciles à mettre en place. C'est difficile de trouver la ligne entre de savoir si je parle à mon père, si je parle à mon coach. Et je pense que c'est une question de communication. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, je pense, dans le sport en général, mais encore plus quand c'est une relation père-fils. Donc on a mis pas mal de choses en place pour que ça fonctionne. Je sais par exemple qu'une fois qu'on passait la porte de la maison, on évitait de parler squash. Ça nous empêchait pas quand même de regarder du squash à la télé ou sur l'ordinateur à pas d'heure quand il s'agissait de tournois professionnels aux États-Unis par exemple, mais je sais que les conseils de l'entraîneur restaient sur le pas de la porte le plus possible. Bon, l'avantage, moi, que je vois, c'est que du coup, dans la vraie vie, tu peux quand même te permettre d'envoyer bouler ton entraîneur et parfois de lui parler de manière pas très sympa. Donc, toi, tu respectes papa, tu dis oui, papa, je t'aime, et par contre, sur le terrain, dans la salle, là, tu te lâches, quoi. Non, ça marchait pas comme ça? Si, un peu. C'est pour ça qu'il y a eu quelques larmes et quelques petites engueulades par-ci par-là, et puis il y en a encore, pour être honnête. La relation n'est pas facile tous les jours, mais elle fonctionne, les résultats sont là, la passion est toujours là aussi, et je prends toujours autant de plaisir à m'entraîner avec mon père. Évidemment, il y a eu des doutes, il y a eu des remises en question pendant tout ce chemin qu'on a fait ensemble. Et puis, je pense que là où il a été fort aussi, c'est il a tout de suite accepté de déléguer et de me laisser un peu dans les mains d'autres entraîneurs.
Son premier conseil, ça a toujours été d'écouter les conseils d'autres entraîneurs et puis de prendre ce que je pense utile. Donc il m'a toujours éduqué dans le sens où je devrais garder un esprit ouvert et je pense même maintenant que j'ai grandi et que j'ai beaucoup appris, que parfois il peut me dire un truc, mais je vais peut-être pas forcément le comprendre, ou alors je vais pas vouloir le comprendre parce que ça vient de mon père. Et si c'est dit d'une autre manière ou juste que ça vient d'une autre personne, je vais plus l'accepter. Donc voilà, donc y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes et que j'ai pu réaliser au fil des années. Bon, t'as grandi aussi, t'as mûri, je pense que ça joue dans cette relation. Tu disais tout à l'heure que c'est pas toujours facile d'être papa et entraîneur. De l'autre côté, être enfant et athlète entraîné par un de ses parents, qu'est-ce que tu y trouves comme avantage et comme inconvénient ? Alors pour les inconvénients, je pense que c'est difficile quand on est enfant, et là je parle comme le grand garçon, le jeune garçon, comme tu m'as appelé, qui a grandi et mûri et qui réfléchit par lui-même. Mais je pense que c'est important de réussir de réaliser que ce que je fais c'est pour moi, et que tout le succès que je peux avoir, je le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais pas pour mon père. Quand il y a échec, je me dis pas qu'est-ce qu'il va penser. C'est vraiment tout ce que je fais. Je dois ressentir une responsabilité personnelle, que ce soit mes victoires ou mes défaites. Évidemment, j'ai un staff et mon père en fait est la pièce maîtresse de ce staff aujourd'hui, et il contribue grandement à mon succès, mais je pense que c'est important de se rappeler qu'une fois sur le terrain, c'est moi qui ai la raquette en main, et c'est mon cerveau qui va actionner mes jambes et mon bras pour effectuer le coup décisif. Donc voilà, je suis livré à moi-même. Donc une chose à se rappeler, c'est que je fais vraiment ça pour moi et pas pour mon père. Je vois pas forcément d'autres inconvénients, pour être honnête, mais dans les avantages, c'est qu'il y a personne sur cette planète qui me connaîtra mieux que mon père. Et je pense que c'est... Bon, ta mère quand même, c'est quand même elle qui t'a donné la vie aussi. Ma mère, ouais, mais je pense que... Oh, je blague. Je pense que quand même j'ai passé tellement plus de temps en fait avec mon père, parce qu'il m'a vu hors du terrain mais aussi sur le terrain, et je pense que sur le terrain c'est là où on voit le plus de facettes de la personne, quand il est mis dans cette zone d'inconfort. Et donc il me connaît tellement bien qu'il sait me pousser dans mes retranchements sans passer cette limite, sans passer ce seuil qui fait que je vais peut-être arriver à la blessure. Évidemment, il s'est déjà trompé, et puis moi, je fais quand même en sorte de mettre un peu parfois le pied sur le frein parce que je me connais aussi moi-même. Mais je sais que j'aime bien rester dans ma zone de confort, et que lui, il n'hésite pas à me pousser au-delà. Et qui remet toujours beaucoup de choses en question, qu'il est parfois dur, mais je pense il est très honnête avec moi, il est très direct. Donc je reçois pas forcément souvent de compliments et d'encouragements, mais je sais que quand ils viennent, c'est que j'ai vraiment fait un bon travail. Bon, voilà, un autre bon côté des choses. Je suis super content que tu dises une chose que tu as dite il y a quelques instants au début de ta réponse, c'est que ce que tu le fais pour toi, et tu le fais pour personne d'autre. Pas pour ton père, pas pour les amis, pas pour le staff, tu le fais pour toi. Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire quand tu perds, mais aussi quand tu gagnes. Et ça, je trouve que c'est... y a trop peu de gens qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui, quand quelque chose ne fonctionne pas, quand on parle du sport notamment, se demandent, mais où est-ce que l'autre a merdé? Où est-ce que mon entraîneur a merdé? Où est-ce que mon kiné a merdé? Où est-ce que mon préparateur mental a merdé? Et
on se remet pas forcément en question en disant mais en fait c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien dans ma préparation. Alors quoi, ça va être à moi ou au staff en entier de le découvrir, mais franchement je te félicite pour ça. À 24 ans, je trouve que tu as beaucoup de maturité et de recul là-dessus. Et donc merci. Ancien tennisman, devenu joueur de squash, qui s'est après spécialisé dans le squash, qui en parallèle faisait du piano, d'où la dextérité avec les mains, pas mal. Et puis très jeune, tu découvres finalement le haut niveau, tu commences à bouger beaucoup. Ça va me permettre peut-être d'enclencher tout de suite sur la partie justement financement d'une carrière de sportif de haut niveau dès le plus jeune âge. Comment est-ce que tu finançais tout ça ? Est-ce que c'était tes parents qui assumaient tous tes frais, tes déplacements ? Est-ce que très tôt il y a eu des partenaires, des sponsors ? Est-ce que très tôt vous avez mis en place un projet pour obtenir un accompagnement, des aides, je sais pas, de la ville, de la région, de tout ce genre de choses ? Ou est-ce que finalement tu te sentais sportif de haut niveau dans un certain niveau, hein, dans le fait que tu bouges beaucoup, que tu rencontres les meilleurs joueurs de ta catégorie, voire même les meilleurs joueurs du monde en senior, mais que d'un autre côté, du côté justement financement, en fait, tes parents et toi, vous preniez la chose comme un sport loisir et puis vous assumiez vous-même toutes les dépenses. Non, oui, c'est une bonne question. Je pense que dès le plus jeune âge, comme je t'ai dit, je suis parti sur le circuit européen et le coût du transport et des packages, donc hôtel, hébergement et nourriture sur place, et puis même inscription, c'est des coûts importants, surtout que j'ai aussi 2 sœurs. Donc je suis pas le seul enfant dans la famille, mais j'ai aussi la chance que mon père était à la base était géomètre topographe, donc il avait une entreprise, et puis petit à petit, avec la passion du squash, il est devenu entraîneur à mi-temps, et il a aussi fait partie bénévolement de l'association, et puis après il a été président de ligue, donc il connaissait pas mal les rouages de la politique régionale et nationale et tout le financement qui peut exister en France. Donc dans le squash, on a des sélections juniors, ou du moins dans le passé, on avait pendant mon adolescence, on avait des sélections juniors pour intégrer le circuit européen. Donc sur ces tournois-là, les packages hébergement, repas, prise en charge par les coachs nationaux, étaient pris en charge aussi par la fédération. Donc mes parents avaient entre guillemets seulement besoin de payer le transport, qui est quand même un coût important, mais ensuite j'ai aussi bénéficié d'aide de la ville de Toulon, donc TPM, Toulon-Provence Méditerranée, de la région, de la ligue de squash Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai aussi des aides de la fédération, de mon club, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais qui pendant longtemps m'aidait beaucoup. Donc ça, c'était pendant ma carrière junior. Et puis tout à l'heure, j'ai dit que ça fait 2 ans que je joue à temps plein sur le tour professionnel, mais je joue quand même depuis que j'ai 17 ans. Et donc depuis l'âge de 17 ans, mon père m'a rapidement éduqué sur le côté financier aussi, et une des choses qu'il a mis en place depuis que je suis tout petit, donc 12-13 ans, c'est de consolider mon image dans la communauté de squash, et puis un peu plus large dans la région et sur le territoire national. Donc depuis très petit, je fais des bilans de tournois. Au départ, c'était sur ma page Facebook, parce que Facebook était le média le plus populaire quand j'ai grandi. Et puis aujourd'hui, je navigue entre Facebook, Instagram, et puis je me suis mis depuis pas très longtemps sur LinkedIn. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais donc je pense que cette consolidation de mon image a fait que j'ai pu aussi attirer quelques sponsors, des partenaires privés et publics de la région. Et puis rapidement, je pense qu'après ma première année
j'étais encore au lycée quand j'ai commencé le tour professionnel. Au début, je faisais des tournois professionnels seulement sur le territoire français, mais mon père me disait déjà, si tu veux jouer sur le tour professionnel, il faut que tu te comportes comme un joueur professionnel. C'est-à-dire que c'est moi qui devais m'occuper de ma logistique, de ma comptabilité. Et il m'avait ouvert un compte bancaire pour que toutes mes aides financières, par exemple, de la fédération, de la ville, de mon club, rentrent sur ce compte et que je sois responsable de ça. Donc j'ai dû rapidement mettre la main là-dedans et essayer d'apprendre un peu tous les rouages du financement. Donc j'ai plein de petites anecdotes où j'ai fait, parce que évidemment on fait plein de bêtises au départ, comme dans tout, que ce soit mes voyages, des vols, des vols où j'arrive au mauvais aéroport, ou des oublis, des problèmes de logistique. Ça, il y en a eu plein, mais c'est comme ça qu'on se forge aussi, je pense. Donc voilà, je pense que rapidement... Attends, je comprends pas. Ça veut dire que quand on est joueur de squash professionnel, même à 17 ans, on n'a pas toute une équipe qui gravite autour de toi. T'as pas un expert comptable, t'as pas une assistante, t'as pas le chargé de booker les voyages, etc. Non, non, et j'en ai tu fais tout toi-même. Aujourd'hui, je fais toujours ma compta moi-même. Je fais ma recherche de financement et de partenaires moi-même. Je fais mes réseaux sociaux aussi moi-même, mais j'aime bien ça parce que je pense que c'est important au départ de toucher à tout avant de réussir à déléguer, parce que même déléguer, c'est une phase qui est difficile, je pense, quand on a fait ça tout seul dans son coin. C'est difficile de faire confiance et d'amener des personnes dans mon staff aussi. Donc voilà, mais ça forge. Je pense que de l'extérieur, on se rend pas compte de toutes les qualités dont on a besoin pour être sportif professionnel. Le squash, le circuit professionnel fonctionne, à titre de comparaison, c'est très similaire au circuit à l'ATP, au tennis, seulement qu'on n'a pas la même visibilité et qu'on n'a pas les mêmes prize money. Donc on gagne beaucoup moins d'argent, que ce soit en bas du classement et en haut. Mais voilà, on peut quand même vivre de notre sport par rapport à d'autres sportifs médaillés olympiques par exemple. Donc je pense qu'on a une grande chance de ce côté-là. Et puis voilà, aujourd'hui ça fait du coup 5-6 ans que je joue sur le circuit professionnel et j'ai acquis pas mal d'expérience. Et donc quand j'ai décidé de me lancer à temps plein sur le circuit, j'étais déjà bien rodé pour pouvoir ne plus faire les petites bêtises de départ. Bon, encore une fois, on sent qu'il y a beaucoup d'expérience, de maturité, et merci aussi à Papa Crouin qui t'a formé sur tout ça. Évidemment, ma remarque avant était très ironique, hein, dans le staff qui est censé t'entourer pour tout booker, et c'est justement ce que je veux mettre en avant dans ce podcast, c'est que on pense, tu disais qu'il y a beaucoup de similitudes entre le circuit pro squash et l'ATP en tennis par exemple. Je sais pas, on pense à un Federer, on pense à un Nadal. Effectivement, ils ont pléthore d'assistants et d'assistantes. Mais c'est des gens qui déjà ont fait leur trou très très jeunes, et donc ça fait déjà quelques années. Et puis surtout, c'est des gens qui trustent les meilleures places dans un circuit sportif professionnel qui brasse beaucoup d'argent, et ce qui n'est pas le cas du squash comme tu le dis. Malgré tout ça, tu commences à jouer en pro quand tu as 17 ans, tu es encore au lycée, et puis tu décides d'aller faire des études aux États-Unis. Tu te décides à aller faire des études où les États-Unis sont venus te chercher? Est-ce que c'est ton statut de sportif de haut niveau qui jouait sur le circuit international qui t'a aidé à ça, ou t'as suivi un cursus classique, test d'entrée, et puis après t'as fait tes études là-bas? Alors, pour commencer, je pense que quand j'étais petit et que j'ai commencé à jouer sur le circuit européen, mes parents, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est: si les notes ne suivent pas, les tournois sauteront. Et il y avait même au niveau du comportement à la maison, si
si le comportement est pas bon à la maison, les entraînements sauteront aussi. Bon, là, il y avait un petit clash entre mon père et ma mère. Parce que mon père, il voulait quand même que j'aille m'entraîner, mais je pense que j'ai eu un comportement... Ah, mais c'est pas grave, tu vas t'entraîner, mais tu rajoutes quand même 2 heures de PPG et puis une cinquantaine de pompes, c'est ça? Voilà. J'ai jamais poussé la ligne trop loin pour que ma mère décide d'annuler un entraînement ou de pas m'amener. Mais du coup, pour les compétitions, je savais qu'il fallait que je sois bon à l'école pour pouvoir y participer. Donc au début, j'étais juste concentré sur le fait qu'il faut que je travaille parce que c'est ma seule façon de pouvoir jouer au squash. La deuxième raison, c'est que j'ai une sœur jumelle et donc on était en cours ensemble et qu'il y avait une petite compétition des notes aussi, que mes parents ont gentiment poussé aussi donc la compétition c'était un peu partout. Même quand je suis rentré au lycée, mon meilleur ami et mon meilleur ami qui était pentathlète, donc le lycée je l'ai fait au Krebs alors que j'étais au Krebs d'Aix-en-Provence. Donc j'étais dans une classe où il y avait vraiment que des sportifs et mon meilleur ami faisait du pentathlète au pôle espoir, au pôle France de pentathlon, et on trustait la première et la deuxième place dans la classe au niveau des notes, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi. Mais est-ce que lui, est-ce qu'au-delà de truster première et deuxième place, il trustait aussi les meilleures notes? Parce que dans le pentathlon, l'objectif c'est d'avoir la meilleure note possible, non? Aussi, oui. Ça m'exaspérait aussi un peu parce que à ce moment-là au lycée, j'étais plus à ce niveau-là de vouloir être premier, deuxième ou troisième au niveau des notes, quoi. Mais j'avais plus une approche réflexive où je voulais apprendre plus que juste avoir une bonne note. Mais oui, ça part quand même de mon éducation où je me souviens quand j'allais voir mes grands-parents, je mangeais tous les jeudis chez mes grands-parents maternels et évidemment la question qu'est-ce que tu veux bien faire plus tard? J'y répondais je veux être joueur de squash professionnel et du coup la deuxième question c'était mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Devenir sportif. Le vrai job, on te demande pas ton loisir, on veut vraiment savoir ton vrai job. Devenir sportif professionnel, c'était pas forcément une option du côté maternel. Mon père avait fait, quand il était jeune, il avait fait du hockey et était aussi allé en sport-études. Alors lui, il est vite rentré chez ses parents parce qu'il a eu des mauvaises notes et du coup ses parents n'ont pas accepté cela. Donc je pense qu'il a pas voulu... il a vraiment fait en sorte de ne pas reproduire cette même erreur parce que je pense qu'au fond de lui, c'était aussi son rêve, je pense, d'être sportif professionnel. Mais donc l'éducation, au final, c'est devenu beaucoup de personnes vont être surpris, mais c'est devenu une passion, c'est devenu quelque chose que j'aimais. J'ai toujours dit que les maths, par exemple, pour moi, c'était résoudre des puzzles. Donc j'aimais l'heure de maths passait très très vite. J'ai toujours été passionné par l'histoire, par exemple. Donc voilà, je m'ennuyais pas en cours. Ou du moins à partir de l'élémentaire, je m'ennuyais pas en cours parce qu'avant c'était pas forcément ma tasse de thé l'école. Mais donc pour moi c'était impossible à 18 ans à la fin du lycée de commencer une carrière professionnelle à temps plein en mettant de côté mes études pour toujours parce que les études, alors évidemment on peut faire des études plus tard mais je pense que pour moi c'était important à 18 ans. Ma vie sociale, c'est pas forcément ma priorité, mais à 18 ans, je pense que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de maturité à gagner. Et dans le squash, on a de la chance d'être assez populaire dans la Ivy League aux États-Unis. Donc il y a pas mal d'universités américaines dans le sud-est du pays. Qui sont un peu les meilleurs, Harvard, Yale, Princeton, Penn et Columbia, et il y en a encore 2 autres. Et il y a 3 ou 4 Français qui avaient déjà été recrutés par les coachs de squash par intermédiaire des compétitions internationales et qui étaient partis là-bas, qui avaient fait le pas d'aller aux États-Unis. Et donc au départ, ma première idée, c'était d'aller avec mon meilleur ami pentathlète à l'INSA de Lyon. Kudo à tous les... J'ai aussi écouté
un Marseillais qui allait là-bas, je crois. Ouais, Romain Guillot qui fait du wingfoil maintenant et qui a fait une première carrière en planche à voile classique. Le wingfoil étant une planche à voile mais avec une voile qu'on tient dans la main et qui n'est pas accrochée à la planche. Donc c'est un peu le mix entre la planche à voile classique et le kitesurf, mais avec la voile dans la main et pas avec un cerf-volant entre guillemets. Effectivement. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver encore. Sport assez populaire aussi près de Toulon sur le spot de hier. Mais oui, donc ma première option c'était l'INSA à Lyon, sauf qu'à Lyon il y a très très peu de squash, donc très très peu d'opportunités de s'entraîner. Donc faire les allers-retours entre Lyon et le centre national à Aix-en-Provence, ça allait être un peu difficile, surtout que le squash ça demande quand même pas mal d'heures sur le terrain et d'adversité, surtout à cet âge-là. Donc voilà, quand j'ai eu cette opportunité de partir aux États-Unis, j'ai pas réfléchi très longtemps et je l'ai prise. Ça demandait quand même quelques examens d'entrée. Mon plan c'était de me concentrer sur mon bac, parce que c'était déjà difficile de faire mon bac tout en partant toutes les 2 semaines en tournoi. Ma prof principale m'avait rappelé à la fin de l'année que j'avais fait seulement 1 semaine complète dans l'année. Donc elle avait l'habitude, parce que c'est une classe de sportifs qu'on soit absent, mais j'étais souvent parti en tournoi. Donc mon plan c'était de faire le bac et de ensuite prendre une année sabbatique pour pouvoir jouer à temps plein sur le tour professionnel, de vraiment vivre l'expérience de joueur professionnel de squash, pour vraiment valider ce projet, me dire que c'est vraiment ce que je veux vivre, parce qu'on se rend pas compte, mais professionnel, tous les tennisman, les squashers, joueurs de squash, d'autres disciplines, il y a des disciplines où il y a peu de meetings ou de compétitions, mais dans le squash on joue entre 15 et 22 tournois à l'année, donc c'est beaucoup de voyages, on est rarement à la maison. Donc voilà, c'est un style de vie particulier et je voulais le vivre vraiment pendant une année complète pour valider ce projet, et en même temps passer tous les examens et postuler pour les universités américaines. Donc tu m'as demandé, oui, je suis rentré en tant que sportif donc à l'université d'Harvard. J'ai été recruté au départ par le coach de Penn et d'Harvard. Donc Penn est à Philadelphie, Harvard à Boston. Au départ, j'étais vraiment penché sur Penn parce qu'il y avait plusieurs Français qui étaient allés. Et puis après avoir fait mes visites dans les 2 universités, je suis rentré à la maison et puis je me suis dit, au niveau international, Harvard a quand même beaucoup plus de réputation. L'environnement dans l'équipe de squash était plus international, dans le sens où il y avait des joueurs que je connaissais du circuit européen depuis que j'avais 10-11 ans, donc il y en avait que c'était déjà des amis proches, donc je me sentais plus en confiance. Il y avait aussi un ancien numéro 1 mondial retraité français qui venait de Marseille, qui était coach de l'équipe de MIT. Donc MIT est une université à 1 kilomètre de Harvard, que je connaissais assez bien. Donc pour moi c'était une famille française à côté de mon université, donc un endroit où je pouvais me réfugier si j'avais des petits problèmes. Donc voilà, j'ai choisi de postuler à Harvard. J'ai eu une belle lettre de recommandation du coach dans mon dossier d'inscription, et puis voilà, je pense qu'en tant que sportif on est avantagé, on n'a pas besoin d'être le génie académique que l'étudiant lambda doit être pour entrer dans une université comme Harvard, mais on a d'autres qualités et c'est ça qui mettent en avant par le sport. Donc voilà, ces 4 années, je me souviens quand je suis rentré, j'écoutais un speech d'un des hauts représentants de l'université qui disait que ça allait être si je le traduis en français, ça va être une expérience transformative, je crois que ça se dit. Et puis on en rigolait un peu tous parce qu'on trouvait ça un peu poussé. Et puis au final, 4 ans plus tard, je me rends compte que j'ai beaucoup changé pendant ces 4 années. J'ai beau avoir traversé l'Europe et puis même le monde pendant cette année sabbatique, mon regard sur le monde, sur la vie
et sur ma carrière a énormément changé pendant ces 4 ans. Je pense qu'avant de rentrer à l'université, le squash c'était quand même la chose principale dans ma vie. Et sans le squash, je pense que je n'étais pas grand-chose, ou du moins je me valorisais pas forcément en tant que personne. Je vivais à travers le sport. Et puis au bout de ces 4 ans, j'ai quand même réalisé qu'il y a plus dans la vie que juste le squash, et que j'ai beaucoup à apprendre à travers ce sport et à travers cette expérience, mais qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire aussi en dehors du squash. Donc ça a mis beaucoup de choses en perspective. J'ai aussi pu évoluer avec un nouveau coach, ce que j'avais déjà fait au Centre National à Aix-en-Provence. Mais c'est pas pareil quand on est au Centre National qui est à 1 heure de chez soi dans un autre pays. Donc voilà, je pense que ça a été une expérience inoubliable. J'ai fait des rencontres qui ont marqué déjà ma vie, et je considère l'équipe et les personnes que j'ai rencontrées là-bas comme un peu ma deuxième famille aujourd'hui. Et à chaque fois que je vais aux États-Unis pour faire un tournoi, soit une semaine avant, soit une semaine après, je finis par passer par le campus à Boston pour voir mon équipe, voir mon coach, mes amis. Ma copine aussi vient de l'université, donc voilà, j'ai quand même beaucoup d'accroches avec cet endroit aujourd'hui. Wow. Bah, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, ma sœur vit à Boston, et pour avoir visité le MIT et Harvard, c'est juste un campus exceptionnel. Et puis Boston, c'est la plus européenne des villes américaines. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les questions que j'aimerais aussi aborder avec toi, what is the American dream, American life, etc. Mais sur le squash en lui-même, est-ce que ces 4 années aux États-Unis t'ont permis de progresser, on construit un autre Victor Squasher? Alors, comme je t'ai dit, j'ai validé mon projet de devenir joueur de squash professionnel avant d'entrer à l'université. Donc, les 4 ans à l'université, pour moi, c'était une aventure académique. Donc, pour moi, c'était 4 ans de plaisir au niveau de la réflexion intellectuelle. Mais mon but, c'était de continuer à jouer sur le tour professionnel, de progresser au classement le plus possible pour, une fois mes 4 années terminées, ne pas perdre de temps et être déjà un peu en haut pour pouvoir exploser un peu sur la scène internationale. Mais je pensais pas réussir aussi bien ces 4 années. Quand je suis rentré à l'université, donc j'étais déjà rentré dans le top 100 mondial. Sur le circuit professionnel, mon but c'était de rester dans le top 100, et puis au final, année après année, je continuais à monter, et j'ai fini après ces 4 ans à la 20e place mondiale. Donc j'ai commencé à jouer à temps plein en tant que numéro 20 mondial. Donc je pense que j'ai beaucoup progressé pendant ces 4 années. Je pense aussi que ça montre que on n'a pas forcément besoin de passer, j'allais dire 24 heures sur 24 sur un terrain de squash, mais même 6-7 heures sur un terrain de squash. Un des autres conseils que mon père m'a toujours dit, c'est que la qualité prime sur la quantité, et qu'il vaut mieux faire 1 heure de séance intense et vraiment avec une concentration optimale que 2 heures où mon esprit divague pendant 1 heure. Parce que c'est un peu de la perte de temps, et j'ai toujours été dans cette sorte d'optimisation du temps depuis le collège, où j'ai dû partir en tournoi. Donc pour d'autres, par exemple de l'équipe qui avait le même projet, allier les études et le sport, c'était quelque chose de difficile. Pour moi, c'était juste la continuation de ce que j'avais fait au collège et au lycée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, le sport universitaire, c'est du sport d'équipe. Donc même si le squash est un sport individuel, je jouais aussi sur le tour universitaire en équipe. On est une équipe de 15 joueurs, et en compétition, on joue à 9. Et donc le 1 de l'équipe d'Harvard va jouer contre le 1 de l'équipe opposée jusqu'à 9. Et donc vu qu'il y a 9 joueurs, il faut gagner 5 matchs pour l'emporter. Et je pense que mes plus beaux souvenirs de sport, je trouve qu'il n'y a pas mieux que le sport par équipe dans des sports individuels, parce qu'on est tout seul sur le terrain. Donc encore une fois, on a toute une responsabilité sur nos épaules. On ne peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. Il faut vraiment
faire le boulot sur le terrain, mais on fait ça pas que pour soi, on s'entraîne vraiment tous ensemble vers un but précis, vers un objectif, et les émotions sont beaucoup plus fortes quand on partage ça à plusieurs qu'individuellement. Donc il y a vraiment une cohésion d'équipe et des problématiques que je n'avais pas pris en compte avant d'entrer à Harvard qui se sont posées à moi, et j'ai appris à être un peu plus un joueur d'équipe. J'ai souvent été assez égoïste, et je pense que c'est pas forcément un défaut quand on fait un sport individuel de vraiment penser à moi avant les autres. Mais là, en équipe, il fallait quand même qu'on s'entraide. Alors j'ai été vice-champion du monde junior, et donc la même année quand je suis rentré à Harvard, il y a le champion du monde junior qui est rentré avec moi, qui était un peu mon rival le moins aimé. Et il fallait qu'on s'entraide et qu'on s'entraîne ensemble, et qu'on fasse des compétitions ensemble, et les 3-4 premiers mois ça a été difficile parce qu'on s'entraînait chacun avec d'autres coéquipiers, puis au fur et à mesure on a appris à s'entraider, à s'entraîner ensemble, à se donner des conseils, et puis ça nous a permis tous les deux de progresser et suivre notre voie, et je sais que j'ai beaucoup appris de cette relation un peu, et c'était un rival, et aujourd'hui c'est un de mes meilleurs amis. Alors il n'est pas joueur de squash professionnel, maintenant il travaille dans une banque à New York, donc on n'a vraiment pas les mêmes projets, mais je pense que ces 4 années à l'université, ça a été vraiment un test pour voir si je voulais vraiment être joueur de squash professionnel. Et puis aujourd'hui, j'ai quand même une pression qui est mise sur le côté, quoi. Je sais que j'ai un diplôme que beaucoup de personnes aimeraient avoir. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces 4 années, et puis je peux vraiment me focaliser sur ma carrière sportive aujourd'hui, et puis construire petit à petit, réfléchir petit à petit sur ce que je vais faire une fois cette carrière sportive terminée. Mais voilà, je me donne 10 ans à peu près de carrière sportive, et puis après je sais que j'aimerais relever d'autres défis qui auront pas forcément à voir quelque chose avec le squash. Alors tu me disais tout à l'heure que quand tu es sorti d'Harvard, tu pointais au 20e rang mondial. Oui. Aujourd'hui, 18 mois après, t'en es où ? Là aussi j'ai été surpris parce que dans ma première année, mon but c'était de rentrer dans le top 12 mondial, et au final les saisons commencent fin août, donc j'ai eu mon diplôme en mai. J'ai commencé à me dire je suis vraiment joueur de squash professionnel à temps plein en juin, et puis l'été est passé, donc c'est vraiment notre période d'entraînement très intense. Et fin août, j'ai commencé à faire les premières compétitions. J'ai été vice-champion du monde. J'ai été vice-champion d'Europe senior à mon premier tournoi. Et ensuite, je suis arrivé en finale. Je suis arrivé en finale d'un tournoi de catégorie platinum, qui, à titre d'exemple, est un grand chelem au tennis. Sauf que nous, au lieu d'en avoir 4, parce qu'on joue toujours sur la même surface, on a à peu près 7 ou 8, avec les championnats du monde inclus. Donc voilà, ça m'a propulsé de 20 à 11. La semaine d'après, il y avait un tournoi de catégorie bronze. Donc nous, c'est platinum, gold, silver, bronze. Mais en fait, c'est les plus petits tournois du grand tour. Donc on va dire un master 1000 au tennis, sur le sol français, que j'ai remporté. Et ça m'a permis de passer de 11 à 10. Et puis après, petit à petit, j'ai réussi à rentrer dans le top 8 mondial. Et en septembre de cette année, j'ai pointé à la 7e place. Aujourd'hui, je suis redescendu à la 11e place parce que j'ai pas réussi à défendre mes points de l'année dernière. Ce début de saison a été un peu plus compliqué, mais je pense que c'est une phase qui va me permettre de beaucoup apprendre, et puis c'est une petite pause qui va me permettre de réussir à passer la 7e et de rentrer bientôt dans le top 5, j'en suis sûr. Tes objectifs, là, à court, moyen, long terme, t'es sur quoi ? Alors aujourd'hui, j'aimerais re-rentrer dans le top 8 mondial avant la fin de cette saison, avant la fin de la saison. À long terme, c'est d'être numéro 1 mondial, champion du monde. Voilà, et après on a eu
la surprise d'avoir été officiellement ajouté en tant que sport entrant aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Donc dans 5 ans, on aura une première historique, une première médaille olympique pour le squash. Donc je ne l'ai pas forcément encore mis sur papier, mais je pense que ça sera quand même l'objectif ultime si tu parles à moyen terme. C'est vraiment d'aller décrocher cette médaille d'or à Los Angeles. Bon, et puis Los Angeles, c'est un peu comme ta deuxième maison. Bon, ok, c'est la côte ouest, mais ça reste les States. C'est ça, oui. Bien que j'ai réalisé parfois que les Européens qui allaient à Harvard étaient moins déboussolés, avaient moins, ils appellent ça le mal du pays, que des jeunes qui venaient de la côte sud-ouest à Harvard. Ça m'a toujours fait rigoler. Ouais, mais comme je te disais, Boston est quand même l'une des plus européennes villes des US, et puis même en termes de climat, c'est un peu pareil aussi. Et puis pour reboucler sur la partie financement, tu nous disais que maintenant tu es joueur de squash professionnel, tu peux vivre de ton sport. Ça veut dire quoi, vivre de son sport? Parce que j'ai vu aussi passer un petit post LinkedIn de ta part où tu disais que c'était un peu compliqué d'avancer vers notamment des objectifs olympiques. Donc ça veut dire quoi, vivre de son sport? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu voyages en jet privé? Est-ce que tu dors dans les plus grands palaces du monde ou tu es toujours sur un mode frugal et puis tu comptes toujours les sous de ton compte que ton père t'a ouvert il y a quelques années? Je pense qu'on a cette chance en tant que joueur de squash d'avoir un circuit professionnel qui fonctionne plutôt bien. Après, c'est toujours relatif où est-ce qu'on met la barrière de on gagne bien sa vie. Je pense que par rapport à un Français moyen, de classe moyenne, un joueur qui est dans le top 20 mondial gagne bien sa vie. Le top 5 mondial gagne même très très bien sa vie, mais comparé à des joueurs de tennis ou à d'autres sports aussi populaires, comme le foot, le rugby, le foot et le rugby, c'est pas grand chose par rapport aux efforts qu'on donne et à tout ce qu'on met en place au quotidien. Voilà, mais je pense qu'il y a énormément de disparités économiques dans le monde du sport et ça varie aussi beaucoup de pays en pays. Même dans le monde du squash, je sais qu'il y a des nations un peu moins sportives, comme en Amérique du Sud ou même en Inde. Nous, la nation dominante dans le squash, c'est l'Égypte, ce qui est un peu surprenant. Mais ils ont énormément de soutien financier de partenaires privés. En ce moment, l'Égypte va pas forcément bien sur le plan économique, donc ça commence à aller moins bien aussi pour les joueurs, mais bon, vu qu'ils trustent les meilleures places du classement, ils gagnent quand même très bien leur vie avec les prize money. Nous, nos plus gros tournois, ça va être à peu près des prize money de 500 000 dollars partagés entre tous les joueurs sur des tableaux de 48 joueurs. Mais voilà, on n'était pas sport olympique jusqu'à cette annonce officielle, et j'espère qu'on a peu de visibilité sur les réseaux, à la télé. C'est un sport qui est vraiment peu diffusé sur les médias, à la télé. Et ce manque de visibilité, ça ne nous permet pas d'attirer plus de sponsors et de faire grandir notre tour. Donc il grandit petit à petit, mais pas de façon exponentielle comme on aimerait le voir. Donc voilà, je pense que on gagne correctement sa vie. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de compter tous mes sous un par un, mais comme tu as dit, je voyage en économie comme une personne normale. Je partage mes chambres avec des coéquipiers français ou autres, ce qui est pas non plus une mauvaise chose. Je pense que je me souviens avoir regardé sur Netflix la série sur Michael Jordan,
Et même sur plein d'autres stars, je pense, qui avec la célébrité perdent un peu de liberté. Et je me souviens me dire, mais cette liberté-là de pouvoir... Alors c'est paradoxal, d'un côté j'aimerais gagner mieux ma vie grâce aux sponsors et grâce à la célébrité et au contrat d'image, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On est un produit utilisé par les marques pour pouvoir vendre. On parle de entertainment dans le modèle économique du sport, que ce soit les stades de foot, de rugby ou autres. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup ce côté, comment dire, le fait de pouvoir passer inaperçu quand je suis dans la rue, chez moi à la maison, et que je peux sortir de chez moi sans avoir un journaliste ou un photographe qui suit tous les détails de ma vie. C'est quand même une chance aussi, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a un bon équilibre où on aimerait quand même gagner un peu plus d'argent tout en pour qui serait à la hauteur des efforts qu'on met au quotidien. Et puis moi je pense surtout à tous ceux qui sont pas dans le top 20 mondial, où c'est un peu plus dur, où là il faut compter un peu ses sous, parfois donner des cours de squash sur le côté, donc ils sont pas forcément un joueur professionnel à temps plein. Et top 20 mondial, c'est pas pour tout le monde. Il y a que 20 joueurs, il y a que 20 joueurs chaque semaine qui sont top 20 mondial. Certains n'y arriveront pas. Et donc il y en a beaucoup quand même qui arrêtent, ou qui ont un projet un peu plus court terme, dans le sens où ils vont être professionnels pendant quelques années et puis après ils vont bifurquer et devenir prof de squash ou faire quelque chose vraiment de différent. Donc j'aimerais en fait démocratiser notre sport, donner plus de visibilité, permettrait de faire gagner tout cet écosystème économique qui existe autour de squash, qu'il s'agit des coachs, des préparateurs mentaux qui sont spécialisés dans le squash, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des clubs de squash, des organisations qui font de l'événementiel dans le squash, ou même les joueurs. Je pense qu'on y gagnerait tous à gagner en visibilité et à faire grandir un peu notre sport. Alors tu disais tout à l'heure que tu apprécies de ne pas être forcément traqué par les journalistes qui te suivent. Le problème c'est que maintenant tu vas avoir un podcasteur qui va te suivre. Attention, je vais te marquer à la culotte, Victor. Ça je l'accepte encore. Je voulais revenir rapidement sur le modèle économique. C'est-à-dire que maintenant toi, tu es dans le top 20 mondial, tu es à la 11e place aujourd'hui. Quand je te demandais comment est-ce que tu vis de ton sport, est-ce que c'est les prize money? Est-ce que c'est le club qui te paye? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est des partenaires, des sponsors? Est-ce que tu peux partager tout ça un petit peu avec nous? J'essaye de voir dans ma tête, de visualiser dans ma tête mon document de compta, où j'ai fait un bilan de la première saison. Mais je pense qu'une saison sportive, déjà, c'est quand même coûteux. C'est à peu près 30 000 € entre les déplacements, les entraînements. Donc, j'ai la chance d'avoir mon père comme entraîneur, donc évidemment c'est des coûts en moins, mais voilà. Pour en revenir, mon père ne vient pas sur tous les tournois. J'ai pas forcément mon staff qui vient avec moi sur les tournois pour m'accompagner. Mais il y a une partie prize money. Aujourd'hui, je pense que je suis je dois être à 40% de prize money et à 60% de contrats / partenaires privés qui m'aident pour la saison. Il s'agit souvent de clubs partenaires. Donc j'ai un club à New York dans lequel je joue quand je suis là-bas. J'organise des stages de jeunes. J'effectue des matchs de démonstration. J'aide à faire vivre un peu le club et sur la scène internationale aussi quand je fais des compétitions. Après j'ai mon club en France avec lequel je joue en interclub, parce qu'on a des championnats interclubs aussi, le club d'Annecy
qui me suit maintenant depuis 2 ans aussi, depuis que je suis rentré des États-Unis. Et après, j'ai d'autres partenaires privés où il s'agit de contrats d'image. Parfois, c'est aussi des mécènes, donc, parce que le squash est quand même un marché pas forcément aussi lucratif que le tennis, le bad ou le ping-pong. Et donc souvent, c'est des personnes passionnées de squash qui veulent aider les sportifs, mais sans forcément avoir de retour. Donc j'appelle plutôt ça des mécènes. Et après, il y a tout ce qui est les partenaires publics, donc la fédération, au travers du CNOSF, donc du Comité national. Comité national olympique du sport français. Voilà. Jusqu'à maintenant, on n'était pas olympique, mais on bénéficie quand même d'aide personnalisée, d'aide à la performance, pour certains d'aide sociale. Donc c'est pour les aides sociales sont plutôt pour ceux qui performent pas forcément assez pour recevoir ces aides, mais qui sont quand même aidés dans une démarche plus sociale. Voilà, donc on a quand même pas mal d'aides publiques donc du ministère. Pour ma part, j'ai quand même beaucoup d'aides de partenaires privés, et je pense que j'ai réussi à consolider cela grâce à mon image que j'ai développée à travers les réseaux sociaux, grâce à mon réseau aussi que j'ai pu faire. Par exemple, mon club à New York, c'est grâce au réseau que j'ai pu me faire à l'université à Harvard. Et puis voilà, après souvent c'est des rencontres qui font que des relations se mettent en place, et puis des personnes passionnées du sport et puis de ma personne décident de m'aider. Et puis évidemment les prize money quand on rentre dans le top 20 mondial deviennent quand même une part plus conséquente, mais c'est toujours pareil, c'est des revenus qui sont aléatoires et qui sont dépendants de la performance, donc c'est important d'avoir de réussir à avoir des revenus fixes sur le côté pour pouvoir, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Il y a toujours des choses qui peuvent se passer qu'on n'avait pas prévues, donc je pense que c'est une partie très importante. Aujourd'hui, je vis encore chez mes parents, et j'essaye de prendre mon envol en faisant un crédit immobilier, mais les sportifs, c'est pas forcément les clients les plus aimés dans les banques. Et donc souvent, quand on fait un crédit immobilier, on nous demande nos revenus fixes, donc nos contrats qu'on a signés sur 1 ou 2 ans, quoi, où on peut montrer qu'on a des revenus qui vont rentrer sur notre compte tous les mois, et ça montre bien que c'est difficile de vivre en fait seulement des prize money, à moins encore une fois qu'on joue au tennis professionnellement et qu'on est en haut du classement. Ouais, c'est sûr qu'un Federer, un Nadal ou autre doivent pas avoir trop de problèmes pour leur prêt immobilier. Je sais même pas s'ils en ont besoin en remportant 1 ou 2 prize money ou quelques grands chelems. Ça doit bien aider. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, notamment eu égard au financement, mais aussi au sport de haut niveau. Si tu rencontrais un petit jeune de 11-12 ans qui te dit « Ah Victor, j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais bien devenir joueur de squash professionnel », quel conseil tu pourrais lui donner ? Je pense déjà, si ce petit jeune veut que ça fonctionne, il faut déjà avoir le sourire quand on s'entraîne, et quand on joue, que ce soit le squash ou un autre sport. Je pense que si le plaisir est pas là, on n'arrivera pas à se spécialiser dans un sport où tous les matins on va se lever et on va devoir aller faire des efforts physiques et mentaux qui sont quand même difficiles et qui sont pas donnés à tout le monde, quoi. Souvent on voit le sportif professionnel comme la personne qui vit une belle vie, et oui, on a la chance de vivre de notre passion, mais encore une fois on vit de notre passion parce que c'est une passion qui nous procure énormément de plaisir, et donc il faut vraiment être certain que c'est quelque chose qui nous procure
énormément de plaisir de devoir se lever le matin et puis d'enfiler son short, son t-shirt, d'aller courir, d'aller nager, d'aller taper une balle sur un mur, que ce soit ou passer une balle à travers un filet. Je sais que moi dans le sud parfois je me lève, je vais au squash, je vois un très beau soleil et un ciel bleu et je me dis qu'est-ce que je vais faire dans une salle fermée quoi. Et puis je me rappelle de mes objectifs et du pourquoi je fais ça. Donc voilà, je pense que le plaisir c'est hyper important parce que le sport au départ c'est un jeu. Ça a été quelque chose qui a été conçu pour jouer à travers l'adversité, mais ça reste un jeu, donc je pense que c'est important de... Ouais, attention, hein, ça marche pas pour tous les sports, hein, parce que vous êtes des joueurs de squash, des joueurs de tennis, des joueurs de foot, mais par contre, on est des triathlètes, course, ouais. On est des coureurs, vous jouez à la balle. Non, je rigole. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sport. Pour jouer toute ta vie. Et justement, si tu croisais le petit Victor qui a 6 ans, qui va se mettre au squash, qu'est-ce que tu crois que lui dirait de toi en te voyant maintenant et en voyant tout ce que tu as réalisé? Waouh, celle-ci, je crois qu'on me l'a jamais posée. Je pense qu'il serait fier quand même. Je pense que je viens d'un petit coin de la France. C'est pas le petit village Toulon, mais ça reste un petit coin du globe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même eu la chance de voyager dans tous les continents. Et ça, grâce à mon sport, grâce à mon travail, parce que le joueur de squash professionnel, c'est mon métier aujourd'hui. Donc je pense qu'il serait fier du chemin parcouru, littéralement. Il y a eu beaucoup de chemins parcourus, que ce soit géographiquement ou même en termes de développement personnel. Comme je te dis, j'ai énormément changé pendant ces 4 dernières années. Le Covid a aussi été une période, je pense, pour certains très compliquée et pour d'autres qui a permis de faire des grands pas en avant. Et ça a été le cas pour moi. Ça a été une période qui a permis de vraiment faire une pause et de vraiment beaucoup réfléchir et de voir où est-ce que je voulais aller. Quelque chose que je m'étais pas forcément posé pendant toutes ces années. Je pense que j'avais la tête vers le bas et je suivais mon chemin. Non, je pense que c'est de la fierté vraiment. Juste de la fierté de ce que j'ai accompli. Puis les podiums, je suis quand même très attaché à tout ce qui est le palmarès. Quand je m'aligne sur les compétitions, c'est vraiment pour gagner, parce que je pense que autrement j'y participe pas. Donc je suis assez attaché au palmarès, aussi parce qu'à la fin, quand on se rappelle de toi, c'est souvent les résultats, mais ça doit pas cacher le fait que dans moi, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, et donc voilà, je pense que, encore une fois, je le répète, c'est de la fierté. Puis pour terminer, tu parlais tout à l'heure de ton image de marque, de ton personal branding. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on échange avec toi, vu que pour l'instant, c'est encore toi qui gères tes réseaux sociaux? Oui, je suis très accessible. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde. Alors ça peut être par Facebook, à travers ma page, Victor Croin. J'ai un compte perso que j'utilise plus vraiment parce que Facebook est un peu derrière moi. Mais je continue à faire travailler ma page parce que certaines personnes sont toujours sur Facebook. Et donc je pense que c'est important de rester sur ce média pour l'instant. Donc ma page Victor Croin, sur Instagram aussi, Victor Croin. Et puis tout récemment, maintenant, je me suis mis sur LinkedIn parce que je me suis rendu compte que c'est une population qui est plus professionnelle en fait, où on peut vraiment aller chercher des sponsors, aller créer des liens avec des entreprises, vraiment essayer de partager les valeurs du sport et mes valeurs à travers ce média. Je pense que sur Instagram c'est plus du partage d'expérience assez plat. Alors que sur LinkedIn, on peut vraiment pousser un peu plus loin
sur ce qui se passe dans la tête, dans notre tête. Donc voilà, je me suis lancé sur LinkedIn, je fais un post tous les vendredis et puis où je partage un peu mon expérience et mes idées. Je suis assez passionné sur tout ce qui est l'événementiel et comment développer mon sport, essayer de le faire grandir. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur ces 3 supports. Victor, merci encore pour cette heure et quart passée ensemble. Surtout que je vois que sur la fin, tu commençais à fatiguer chez toi. Enfin, là où tu es, il est plus de 18h. C'était ta journée off. Je te remercie de nous avoir donné un peu plus d'1 heure pour échanger sur le sujet. Alors, on l'a pas dit, mais je voulais le dire quand même. Donc, tu as une journée off sur ton tournoi. Tu es à Hong Kong en ce moment. Donc, plus 7. Merci encore de nous accorder ce temps. Et puis, ce qui était sympa, c'est de voir le coucher de soleil à Hong Kong. Parce que quand on a commencé l'interview, il faisait beau, il y avait du soleil. Et puis là, il commence à faire nuit. On voit les buildings qui s'illuminent. C'est super sympa. Merci vraiment pour ce moment. Tu dois aussi entendre les voitures klaxonner. Non, pas trop. Mais peut-être que j'entendrai ça au montage. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. On te souhaite une bonne continuation. Demain, continue bien ton tournoi et puis à bien gagner après avoir gagné ton 2e tour déjà hier. Et puis, bon courage pour la suite. Et si je passe du côté de Toulon, je viendrai te faire un petit coucou. N'hésite pas, oui. Merci encore pour l'invitation. Et puis, j'espère que les auditeurs auront apprécié cet épisode. Et moi, j'écouterai le prochain. Super. Et ben écoute, à bientôt, Victor. Ciao. Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Victor Crouin que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Victor et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!